Le commissariat de Sète baignait dans une chaleur lourde, presque étouffante, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Dans cette atmosphère tendue, Astrid faisait face à Martin, assise de l'autre côté de la table, le regard à la fois fixe et fuyant, comme une femme coincée entre la volonté de se défendre et la peur de s'enfoncer davantage. Chaque mot semblait lui coûter un effort immense. Martin, quant à lui, gardait ce calme rigide qui le caractérisait. Il ne haussait jamais le ton, mais sa manière d'aligner les faits donnait l'impression qu'il refermait lentement un piège. Il évoqua les preuves accumulées contre elle, les incohérences, les zones d'ombre. Astrid ne nia pas tout, au contraire. Elle choisit une autre stratégie, reconnaître une partie de la vérité pour tenter de contrôler le reste. Elle admit avoir monté une combine avec Gauthier, une arnaque bien rodée destinée à détourner de l'argent. Sa voix tremblait légèrement, mais son regard restait obstinément fixé sur la table. Elle décrivit comment Gauthier, après avoir découvert ses manipulations, lui avait proposé de s'associer dans des escroqueries liées aux assurances-vie. Une dérive progressive, presque logique dans son récit, comme si tout cela n'était qu'une succession d'erreurs plutôt qu'un choix délibéré. Cependant, derrière cette version, Martin percevait déjà les failles. Astrid insistait sur le fait que Gauthier avait tenté de la doubler, qu'elle avait agi en réaction, qu'elle avait voulu se protéger. Une manière subtile de déplacer la responsabilité, de se présenter non pas comme l'instigatrice, mais comme une victime prise dans un engrenage. Pourtant, ce qui pesait le plus lourd dans la pièce, ce n'était pas ses aveux partiels, mais l'absence de témoins. Aucun élément extérieur ne venait confirmer ses dires. Tout reposait sur sa parole, fragile, instable, facilement contestable. Et elle le savait. Lorsqu'elle fut reconduite en cellule, un silence pesant s'installa. Ce n'était pas seulement l'isolement physique qui la frappait, mais la conscience que, peu à peu, elle perdait le contrôle du récit. Pour la première fois, une fissure apparut dans son assurance. Dans le même temps, Martin prit une décision qui n'était pas seulement stratégique, mais profondément humaine. Il contacta Victoire. Il savait que la relation entre les deux femmes pouvait provoquer un déclic, quelque chose que les méthodes classiques d'interrogatoire ne pouvaient obtenir. Victoire arriva au commissariat avec une inquiétude palpable, presque visible dans sa manière de marcher. Lorsqu'elle aperçut Astrid, son regard se remplit d'une émotion qu'elle ne tenta même pas de dissimuler. Ce n'était pas seulement de la compassion, mais un mélange complexe de loyauté, de peur et de désillusion. Face à son amie, Victoire abandonna toute retenue. Elle ne parla ni d'enquête, ni de preuves. Elle parla d'elle, de leur passé, de ce lien qui, malgré les années et les erreurs, semblait indestructible. Sa voix se brisa lorsqu'elle la supplia de dire la vérité, pas pour la justice, mais pour elle. Cette demande n'avait rien d'anodin. Elle touchait à quelque chose de plus profond que la culpabilité ou l'innocence. Elle remettait en question l'identité même d'Astrid. Qui était-elle vraiment? Une manipulatrice prête à tout ou une femme encore capable de loyauté? Pendant quelques secondes, Astrid resta silencieuse. Mais ce silence n'était pas vide. Il était chargé de souvenirs, de regrets, de calculs aussi. Lorsqu'elle accepta finalement de revoir Martin, ce ne fut pas seulement par sincérité, mais aussi parce qu'elle comprenait qu'elle devait reprendre la main. Elle raconta alors une version plus détaillée de ce qui s'était passé. Elle évoqua sa décision de fuir Sète, son passage précipité chez elle pour récupérer de l'argent. Chaque détail semblait soigneusement choisi pour paraître crédible, presque banal. Puis vint le moment clé. Elle parla de Gauthier, de sa présence soudaine, de la voiture qui la suivait. La tension monta d'un cran dans son récit. Elle décrivit la chaleur, l'oppression, ce besoin de s'arrêter sur le bas-côté pour reprendre son souffle. Une scène presque ordinaire, qui bascula en quelques secondes. Selon elle, Gauthier aurait surgi, l'aurait poursuivi. La peur, la panique, l'instinct de survie. Elle affirma l'avoir repoussé, violemment, sans mesurer les conséquences. Le corps basculant sur les rochers. Le choc, le silence. Mais ce qui rendait son récit troublant, c'était la suite. Elle insistait sur le fait qu'il n'était pas mort. Qu'elle l'entendait encore, qu'il la menaçait. Cette précision, presque obsessionnelle, semblait destinée à alléger son geste, à le transformer en accident plutôt qu'en crime. Pourtant, une fois encore, aucun témoin. Rien pour confirmer ou infirmer ses paroles. Seulement une version, face à un vide. À ce moment-là, quelque chose bascula. Le corps d'Astrid, déjà fragilisé par la chaleur étouffante, céda brusquement. Son visage pâlit, ses gestes devinrent incertains. Puis elle s'effondra. La scène provoqua un mouvement immédiat. Manon réagit sans hésiter, alertant Victoire qui s'apprêtait à quitter les lieux. L'urgence remplaça instantanément l'interrogatoire. L'affaire devenait médicale, vitale. Dans le même temps, une autre réalité se dessinait. À l'hôpital, la canicule mettait le personnel à rude épreuve.
Les couloirs étaient saturés, les équipes épuisées. Chaque nouveau patient était une charge supplémentaire dans un système déjà sous tension. Lorsque Victoire arriva avec Astrid sur un brancard, son inquiétude n'était plus dissimulée. Elle ne voyait plus une suspecte, mais une amie en danger. Cette frontière entre justice et émotion devenait de plus en plus floue. Chloé, fidèle à elle-même, prit immédiatement la situation en main. Son regard, précis, méthodique, contrastait avec l'agitation ambiante. Elle observa Astrid, donna des instructions, organisa sa prise en charge avec une efficacité qui laissait peu de place à l'improvisation. Mais derrière ce professionnalisme, une question s'imposait déjà. Pourquoi Victoire était-elle aussi affectée? Pourquoi cette détresse dépassait-elle largement celle d'un médecin face à une patiente? Pour l'instant, personne ne posa la question. L'urgence primait, mais cette interrogation restait suspendue, prête à surgir au moment le plus inattendu. À l'hôpital, la tension ne retombait pas. La chaleur persistante semblait infiltrer chaque pièce, ralentissant les gestes, alourdissant les esprits. Pourtant, autour d'Astrid, tout s'accélérait. Les infirmiers s'activaient, les machines se mettaient en marche, et Victoire, malgré son professionnalisme, peinait à masquer l'inquiétude qui lui nouait la gorge. Très vite, les premiers résultats tombèrent. Les signaux biologiques n'étaient pas bons. L'organisme d'Astrid montrait des signes inquiétants d'épuisement. L'insuffisance rénale aiguë diagnostiquée ne laissait aucune place au doute. Son état était sérieux, potentiellement critique si rien n'était fait rapidement. Dans le même temps, Chloé observait Victoire avec une attention particulière. Elle connaissait trop bien sa collègue pour ne pas remarquer cette agitation inhabituelle, cette manière de rester près du brancard sans raison médicale évidente. Il y avait là quelque chose de plus personnel, une implication qui dépassait largement le cadre professionnel. Lorsque la situation d'Astrid fut stabilisée temporairement, Chloé trouva enfin le moment de poser la question. Elle ne le fit pas frontalement, mais avec cette douceur qui lui était propre, comme si elle offrait à Victoire une porte de sortie plutôt qu'une confrontation. Pourtant, la réponse qui suivit ne laissa place à aucune ambiguïté. Victoire hésita d'abord, puis, comme si la pression accumulée devenait insupportable, elle finit par parler. Elle évoqua un souvenir enfoui depuis des années, une période de leur adolescence qu'elle n'avait jamais vraiment racontée. Sa voix, d'abord maîtrisée, se fissura au fur et à mesure qu'elle avançait dans son récit. Elle expliqua qu'à l'époque, lors d'une colonie de vacances, elle avait été confrontée à une situation extrême. Un moment où tout aurait pu basculer. Un moment où elle aurait pu perdre bien plus que sa tranquillité. Et dans cet instant précis, Astrid avait été là. Elle avait agi. Elle avait empêché l'irréparable. Ce souvenir, longtemps enfoui, ressurgissait avec une intensité bouleversante. Ce n'était pas seulement de la reconnaissance. C'était une dette émotionnelle, un lien invisible mais indestructible. À travers cette révélation, Chloé comprit enfin pourquoi Victoire ne pouvait pas rester distante, pourquoi elle refusait de voir en Astrid uniquement une suspecte. Dans le même temps, Astrid, inconsciente, se trouvait à la frontière entre deux réalités. Son corps luttait, mais son esprit semblait ailleurs, perdu dans un mélange de souvenirs et de sensations diffuses. La chaleur, la fuite, la peur. Tout se mêlait dans un chaos silencieux. Pendant ce temps, ailleurs à Sète, la vie continuait, mais pas sans tension. Chez les Denier, une atmosphère bien différente régnait. Aurore et William avaient décidé d'apporter une touche de légèreté dans ce quotidien souvent chargé. Leur surprise pour Manon était soigneusement préparée, presque théâtrale. Lorsqu'ils lui annoncèrent leur projet de vacances sur une île paradisiaque, la réaction de leur fille ne se fit pas attendre. Manon, d'ordinaire posée, laissa éclater une joie spontanée. Ses yeux brillèrent, son sourire s'élargit, comme si cette parenthèse loin de Sète représentait une bouffée d'air frais dont elle avait désespérément besoin. Pourtant, cette annonce n'eut pas le même effet sur tout le monde. Nordine, présent à ce moment-là, tenta de masquer sa déception. Mais elle était là, perceptible dans son silence, dans son regard légèrement détourné. Il n'avait pas pu poser de congé. Il ne pourrait pas les accompagner. Et au-delà de cette simple contrainte, c'était un sentiment plus profond qui s'installait, celui d'être à l'écart. Ce malaise, discret mais réel, révélait une fragilité dans sa relation avec la famille. Même s'il était proche de Manon, même s'il faisait partie de leur quotidien, il n'était pas encore pleinement intégré. Et cette situation venait brutalement lui rappeler cette limite. Dans le même temps, Sophia, de son côté, devait renoncer pour des raisons bien différentes. La paillote, son lieu de travail, ne lui permettait pas de s'absenter. Une contrainte professionnelle, certes, mais qui ajoutait une autre forme de frustration à ce tableau familial déjà contrasté. Ainsi, derrière l'image d'un projet idyllique, se dessinaient déjà des tensions,
des absences, des sentiments non exprimés. Comme souvent à Seth, même les moments de joie portaient en eux une part d'ombre. À l'hôpital, la situation de Daniel évoluait dans une direction différente, mais tout aussi révélatrice. Benny le croisa dans un couloir, visiblement contrarié. Daniel, appuyé contre un mur, laissait transparaître une lassitude profonde. Les séances de rééducation, censées l'aider à retrouver une vie normale, étaient devenues pour lui une épreuve insupportable. Il ne cachait pas son agacement. Gloria, qui l'accompagnait habituellement, était partie en vacances. Son remplaçant, beaucoup plus exigeant, transformait chaque exercice en véritable défi. Pour Daniel, cela dépassait ses limites. Il ne voyait plus ces séances comme une solution, mais comme une torture. Peu à peu, une idée s'imposait à lui, tout arrêter. Abandonner, renoncer à ses efforts qu'il jugeait inutiles. Cette décision, qu'il formulait presque à voix haute, inquiéta immédiatement Benny. Car au-delà du découragement, c'était un risque réel pour sa santé. Abandonner maintenant, c'était compromettre ses chances de récupération. C'était accepter une forme de résignation que ses proches refusaient de voir. Marguerite, alertée par la situation, rejoignit rapidement Benny. Ensemble, ils cherchèrent une alternative. Une solution moins contraignante, plus adaptée, capable de redonner à Daniel une motivation qu'il semblait avoir perdue. C'est ainsi que l'idée de l'aquagym émergea. Une approche différente, plus douce, plus progressive. Utiliser l'eau pour alléger les mouvements, pour réduire la douleur, pour redonner confiance. La piscine de Raphaël et Martin offrait un cadre idéal. Un lieu plus intime, moins médicalisé, où Daniel pourrait se sentir moins oppressé. Et surtout, Benny proposa de s'en occuper lui-même. Une présence rassurante, un accompagnement personnalisé. Face à cette proposition, Daniel hésita. Son regard trahissait un mélange de scepticisme et d'espoir. Il n'était pas convaincu, mais il n'était pas non plus totalement fermé. Peut-être parce qu'au fond de lui, une part refusait encore d'abandonner. Finalement, il accepta, non pas par enthousiasme, mais par nécessité. Une tentative de plus, une chance de ne pas sombrer complètement dans le renoncement. Ainsi, tandis qu'Astrid luttait pour sa survie à l'hôpital, que Victoire affrontait ses propres démons, que Nordine se débattait avec son sentiment d'exclusion, et que Daniel cherchait un nouveau chemin vers la guérison, Seth continuait de vibrer au rythme de ses contradictions. Car dans cette ville, chaque histoire, aussi différente soit-elle, semblait toujours liée par un fil invisible, celui des émotions, des choix et des conséquences qui, tôt ou tard, finissaient par se croiser. À ce moment-là, dans la chambre d'hôpital, le temps semblait suspendu autour d'Astrid. Les machines émettaient des sons réguliers, presque mécaniques, contrastant avec la fragilité du corps allongé sur le lit. Victoire restait près d'elle, immobile, comme si s'éloigner signifiait trahir quelque chose de plus profond que leur simple amitié. Dans le même temps, les souvenirs continuaient de remonter à la surface avec une intensité qu'elle n'arrivait plus à contenir. Elle revoyait cette nuit en colonie, les regards, la peur, cette sensation d'être piégée. Et surtout, ce moment précis où Astrid avait pris sa défense, sans hésiter, sans calcul, comme un réflexe vital. Ce souvenir ne relevait pas du passé, il vivait encore en elle, influençant chaque décision, chaque émotion. C'est pour cela que la situation actuelle lui paraissait insupportable. Voir Astrid dans cet état, accusée, fragile, c'était comme si l'équilibre de toute sa vie vacillait. Pendant ce temps, dans les couloirs, Chloé observait cette proximité avec une attention silencieuse. Elle ne jugeait pas, mais elle analysait. Elle savait que ce type d'attachement pouvait altérer le discernement, brouiller les frontières entre empathie et objectivité. Pourtant, elle comprenait aussi que certaines dettes émotionnelles ne pouvaient être effacées. Au même moment, Astrid reprenait lentement conscience. Son regard, d'abord flou, cherchait des repères. La lumière, trop forte, l'obligea à cligner des yeux. Elle sentit immédiatement la présence de Victoire à ses côtés. Cette proximité la rassura, mais réveilla aussi une tension intérieure qu'elle ne pouvait ignorer. Elle savait que chaque mot qu'elle avait prononcé au commissariat avait été pesé, calculé. Mais face à Victoire, cette stratégie devenait plus difficile à maintenir. Le lien entre elles échappait à toute logique rationnelle. Et dans cet instant de faiblesse, la frontière entre vérité et mensonge devenait encore plus fragile. Dans le même temps, Martin poursuivait son analyse de l'affaire. Assis dans son bureau, il relisait les déclarations d'Astrid avec une concentration froide. Ce qui le frappait, ce n'était pas seulement les incohérences, mais la cohérence interne du récit. Une version suffisamment structurée pour sembler crédible, mais trop parfaite pour être totalement honnête. Il savait que le manque de témoins compliquait tout.
Sans preuve tangible, l'enquête reposait sur des éléments fragiles. Et pourtant, quelque chose ne collait pas. Une impression diffuse, difficile à formuler, mais impossible à ignorer. Dans le même temps, Nordine errait dans les rues de Sète, le regard perdu dans le vide. L'annonce du départ en vacances des Deniers continuait de résonner dans son esprit. Ce n'était pas seulement une question de congé. C'était ce sentiment d'être en marge, de ne pas appartenir pleinement à ce cercle familial. Il repensait aux moments passés avec Manon, à leur complicité, à cette impression d'équilibre qu'il ressentait à ses côtés. Mais cette situation venait fissurer cette certitude. Il réalisait que, malgré tout, il restait extérieur à certaines dynamiques, à certaines décisions. Cette prise de conscience le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle réveillait en lui une peur plus ancienne, celle de ne jamais trouver sa place. Une peur liée à son histoire, à cette relation complexe avec son père, à ce besoin constant de reconnaissance. Pendant ce temps, chez les Deniers, l'ambiance restait légère en apparence. Manon continuait de se projeter dans ce voyage, imaginant déjà les paysages, les moments de détente, loin du stress du quotidien. Mais derrière cet enthousiasme, une part d'elle restait préoccupée. Elle avait perçu le malaise de Nordine, même s'il avait tenté de le cacher. Et cette tension, même discrète, venait assombrir légèrement sa joie. Elle savait que leur relation n'était pas encore totalement stabilisée, qu'elle reposait sur un équilibre fragile. Dans le même temps, Sophia, occupée à la paillote, tentait de se concentrer sur son travail. Mais l'annonce des vacances lui revenait sans cesse à l'esprit. Elle n'en voulait pas à ses parents, mais ressentait une forme de frustration. Comme si, une fois de plus, elle devait faire passer ses responsabilités avant ses envies. Ce sentiment n'était pas nouveau. Il s'inscrivait dans une dynamique plus large, celle d'une jeune femme qui tentait de trouver sa place entre ses obligations et ses désirs personnels. Une tension silencieuse, mais persistante. À l'hôpital, Daniel se préparait à affronter une nouvelle étape. La proposition de Benny et Marguerite avait éveillé en lui une lueur d'espoir, mais aussi une certaine appréhension. Il n'était pas sûr d'y arriver. Pas sûr d'avoir encore la force de se battre. Lorsqu'il arriva à la piscine de Raphaël et Martin, il ressentit immédiatement une différence. L'atmosphère était plus calme, moins oppressante que celle de l'hôpital. L'eau, immobile, reflétait une sérénité qu'il avait presque oubliée. Benny, fidèle à lui-même, adopta une approche rassurante. Il ne parla pas de performance, ni de résultat. Il parla de progression, de patience. Il transforma chaque exercice en un défi accessible, réduisant la pression que Daniel ressentait depuis des semaines. Au début, les mouvements étaient hésitants, maladroits. Mais peu à peu, Daniel retrouva des sensations qu'il croyait perdues. L'eau soutenait son corps, atténuait la douleur, lui permettait d'oser des gestes qu'il refusait jusque-là. Ce moment, simple en apparence, marquait un tournant. Pas seulement dans sa rééducation, mais dans son état d'esprit. Il comprenait qu'il existait d'autres chemins, d'autres façons d'avancer. Dans le même temps, à l'hôpital, Victoire restait au chevet d'Astrid, incapable de s'en détacher. Elle savait que cette proximité pouvait être mal perçue, qu'elle risquait de perdre en objectivité. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Car au fond, cette situation réveillait une question essentielle. Pouvait-elle réellement croire qu'Astrid était capable du pire? Ou refusait-elle simplement d'envisager cette possibilité? Cette interrogation, silencieuse mais constante, s'imposait peu à peu comme le véritable enjeu. Car au-delà de l'enquête, au-delà des preuves, c'était une question de confiance. Et cette confiance, une fois fissurée, ne pouvait jamais être totalement réparée. Ainsi, tandis que chacun avançait à sa manière, Astrid entre vérité et stratégie, Victoire entre loyauté et doute, Nordine entre espoir et exclusion, Daniel entre renoncement et renaissance, une même tension parcourait leur trajectoire. Une tension faite de choix difficiles, de vérités incomplètes et d'émotions impossibles à ignorer. Pendant ce temps, à l'hôpital, une tension plus sourde s'installait progressivement autour d'Astrid. Les premiers signes de stabilisation n'avaient été qu'un répit fragile. Très vite, les indicateurs médicaux commencèrent à fluctuer de nouveau, révélant que son état restait instable, imprévisible, comme suspendu à un équilibre trop fragile pour durer. Victoire, toujours à ses côtés, ressentit immédiatement ce changement. Ce n'était pas seulement une lecture des écrans ou des chiffres, mais une intuition, presque viscérale. Elle connaissait suffisamment la médecine pour comprendre ce que cela impliquait, mais aussi suffisamment Astrid pour percevoir, au-delà du corps, une lutte plus profonde. Dans le même temps, Chloé reprit les examens avec une rigueur accrue. Elle ne laissait rien au hasard, multipliant les vérifications, ajustant les traitements. Pourtant, derrière cette précision, une inquiétude grandissait. La canicule n'était pas la seule responsable.
Il y avait autre chose, un terrain fragilisé, une fatigue accumulée qui rendait l'organisme d'Astrid plus vulnérable qu'il n'y paraissait. À ce moment-là, Victoire sentit une fissure s'ouvrir en elle. Jusqu'ici, elle avait tenu bon, s'accrochant à l'image d'Astrid qu'elle connaissait. Mais face à cette fragilité, face à cette réalité physique qui ne mentait pas, une question commença à s'imposer avec insistance, et si elle ne connaissait pas toute la vérité? Cette pensée, qu'elle avait jusque-là repoussée, devenait impossible à ignorer. Elle ne signifiait pas qu'Astrid mentait entièrement, mais qu'elle pouvait dissimuler des éléments, consciemment ou non. Cette nuance, subtile mais essentielle, ébranlait ses certitudes. Dans le même temps, Astrid, entre deux phases de conscience, semblait lutter contre quelque chose d'invisible. Ses gestes étaient faibles, son regard parfois perdu, mais à certains instants, une tension apparaissait, comme si son esprit cherchait à reprendre le contrôle. Ce combat silencieux renforçait le malaise ambiant. Dans les couloirs, les équipes continuaient de s'agiter, mais autour de cette chambre, une atmosphère particulière s'était installée. Comme si chacun ressentait que la situation dépassait le cadre médical. Qu'il y avait, derrière cette patiente, une histoire plus complexe, plus lourde. Pendant ce temps, Nordine ne parvenait plus à fuir ses pensées. Après avoir erré sans but, il finit par revenir vers ce qui le préoccupait réellement, Manon. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ce malaise s'installer sans réagir. Pourtant, trouver les mots lui semblait presque impossible. Lorsqu'il la retrouva, son attitude trahissait un mélange de retenue et de tension. Il ne voulait pas paraître jaloux ou possessif, mais il ne pouvait pas non plus ignorer ce qu'il ressentait. Il tenta d'aborder le sujet avec légèreté, mais très vite, la discussion prit une tournure plus sincère. Il évoqua son impossibilité de partir, mais surtout ce sentiment d'être laissé de côté. Non pas volontairement, mais comme une conséquence naturelle d'une situation qu'il ne contrôlait pas. Cette mise à distance, même involontaire, le blessait plus qu'il ne voulait l'admettre. Manon, surprise par cette franchise, prit un instant pour répondre. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Pour elle, ce voyage représentait simplement une opportunité, une parenthèse. Elle n'avait pas mesuré l'impact que cela pouvait avoir sur Nordine. Cette prise de conscience modifia immédiatement son attitude. Elle chercha à le rassurer, à lui montrer qu'il faisait partie de sa vie, que cette absence ne remettait rien en question. Mais au fond, elle comprenait que le problème n'était pas aussi simple. Car ce que Nordine exprimait dépassait cette situation précise. Il parlait d'un besoin plus profond, celui d'être reconnu, intégré, considéré comme un élément à part entière. Une demande légitime, mais difficile à combler immédiatement. Dans le même temps, chez les Denier, l'excitation du départ continuait de monter. Les préparatifs s'enchaînaient, les discussions se multipliaient. Pourtant, malgré cette agitation, une forme de déséquilibre subsistait. L'absence annoncée de certains, les contraintes de chacun, venaient rappeler que cette famille, malgré son unité apparente, restait traversée par des réalités différentes. À l'hôpital, la situation de Daniel évoluait de manière plus encourageante. La séance d'aquagym avait laissé une impression positive, presque surprenante. Il ne s'agissait pas d'une transformation spectaculaire, mais d'un changement subtil, une ouverture. Dans l'eau, il avait retrouvé une sensation de contrôle. Un rapport à son corps moins conflictuel, moins douloureux. Ce n'était pas encore une victoire, mais c'était un début. Une preuve qu'il pouvait encore progresser. Benny, attentif, adapta immédiatement les exercices. Il ne cherchait pas à accélérer les choses, mais à consolider ce fragile équilibre. Chaque mouvement, chaque effort, était pensé pour renforcer la confiance de Daniel, pour éviter toute rechute morale. Marguerite, de son côté, observait avec une certaine émotion. Elle voyait dans cette évolution bien plus qu'une simple amélioration physique. Elle y voyait une forme de résistance, une capacité à ne pas céder totalement au découragement. Dans le même temps, à l'hôpital, Victoire se retrouvait seule face à ses pensées. Elle venait de quitter la chambre d'Astrid, incapable de supporter plus longtemps cette tension intérieure. Elle s'appuya contre un mur, ferma les yeux, cherchant à remettre de l'ordre dans ses émotions. Mais rien n'y faisait. Les images se mélangeaient. Le passé, le présent, les paroles d'Astrid, les doutes qui s'installaient. Elle comprenait qu'elle ne pourrait pas rester indéfiniment dans cette position. Qu'elle devrait, tôt ou tard, faire un choix. Croire sans réserve ou accepter l'incertitude. Ce dilemme, simple en apparence, était en réalité vertigineux. Car il ne concernait pas seulement Astrid, mais la manière dont elle percevait le monde, les relations, la confiance. Ainsi, tandis que la nuit commençait à tomber sur Seth, chacun se retrouvait face à ses propres contradictions. Astrid entre survie et vérité, Victoire entre loyauté et lucidité,
Nordine entre amour et insécurité, Daniel entre fragilité et espoir. Et dans cette convergence de tensions, une chose devenait évidente, rien ne pourrait rester tel quel. Les équilibres allaient se rompre, les certitudes s'effriter, et chacun devrait affronter ce qu'il avait tenté d'éviter jusque-là. Dans le même temps, la nuit enveloppait progressivement l'hôpital d'un calme trompeur. Les couloirs se vidaient peu à peu, laissant place à un silence plus dense, presque pesant. Pourtant, derrière cette apparente accalmie, la tension restait intacte, concentrée autour d'Astrid et de ceux dont le destin semblait désormais lié au sien. Victoire, après ce moment de recul, décida de retourner dans la chambre. Ce n'était plus seulement un réflexe émotionnel, mais une nécessité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à fuir ses propres doutes. Elle devait affronter Astrid, non pas en tant que médecin, mais en tant que femme, en tant qu'amie. Lorsqu'elle entra, Astrid était éveillée, le regard plus lucide qu'auparavant. Il y avait dans ses yeux une fatigue évidente, mais aussi quelque chose de nouveau, une forme de tension contenue. Comme si elle se préparait à dire quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment formulé. Le silence entre elles dura quelques secondes, mais il n'avait rien de vide. Il était chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de toutes les questions suspendues. Victoire s'approcha lentement, cherchant les mots justes, ceux qui ne briseraient pas complètement ce lien fragile. Elle ne parla pas immédiatement de l'enquête. Elle parla de confiance, de ce qui les avait unis, de ce qui les séparait aujourd'hui. Elle évoqua, sans le nommer directement, ce doute qui s'était installé en elle. Non pas comme une accusation, mais comme une réalité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Astrid, en l'écoutant, ne détourna pas le regard. Pour la première fois, elle sembla abandonner une partie de ses défenses. Son visage se durcit légèrement, non pas par défi, mais par effort. Comme si chaque mot à venir nécessitait un courage qu'elle n'était pas certaine de posséder. Elle commença à parler, lentement, choisissant ses phrases avec une précision inhabituelle. Elle ne revint pas sur les faits déjà évoqués, mais sur ce qu'elle avait ressenti. La peur, d'abord, puis la colère, et enfin cette impression d'être acculée, de ne plus avoir d'autre choix. Ce qu'elle décrivait n'était pas incompatible avec sa version initiale, mais apportait une nuance différente. Moins calculée, plus instinctive. Pourtant, cette sincérité apparente ne dissipait pas totalement les doutes de Victoire. Elle sentait qu'il manquait encore quelque chose, un élément essentiel que Astrid refusait, ou n'arrivait pas à exprimer. Dans le même temps, cette confrontation produisait un effet inattendu. Victoire ne cherchait plus à défendre Astrid à tout prix. Elle cherchait à comprendre, et cette évolution, subtile mais fondamentale, modifiait complètement la dynamique entre elles. Astrid, de son côté, percevait ce changement. Elle comprenait que le regard de Victoire n'était plus le même. Qu'il n'était ni accusateur, ni aveuglément protecteur. Et cette position intermédiaire, plus exigeante, la mettait face à elle-même d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. À ce moment-là, une hésitation traversa son regard. Une fraction de seconde, presque imperceptible, mais suffisante pour révéler qu'elle était à la limite de dire quelque chose de plus. Puis elle se referma légèrement, comme si cette vérité restait encore trop dangereuse pour être exposée. Dans le même temps, ailleurs dans la ville, Nordine prenait une décision intérieure. Après leur discussion, il comprenait qu'il ne pouvait pas continuer à subir cette situation passivement. Son malaise ne disparaîtrait pas de lui-même. Il devait agir, non pas contre Manon, mais pour lui-même. Ce changement ne se traduisait pas par un geste spectaculaire, mais par une posture différente. Il choisit de ne plus se définir uniquement par sa place dans la vie des autres. Il devait exister par lui-même, indépendamment de cette validation qu'il cherchait inconsciemment. Cette prise de conscience, encore fragile, lui apporta une forme de calme inattendu. Il n'était plus dans la réaction, mais dans une construction. Une évolution lente, mais essentielle. Dans le même temps, Manon, de son côté, continuait de réfléchir à leur échange. Elle réalisait que leur relation entrait dans une phase plus mature, où les non-dits pouvaient devenir des obstacles réels. Elle comprenait qu'elle devait, elle aussi, faire un effort pour intégrer Nordine pleinement dans sa vie. Chez les Denier, l'ambiance restait animée, mais cette dynamique familiale ne pouvait plus masquer les ajustements nécessaires. Chacun avançait avec ses propres contraintes, ses propres attentes, créant un équilibre en constante évolution. À l'hôpital, Daniel poursuivait ses efforts. La séance d'aquagym suivante confirmait les premiers ressentis. Les mouvements devenaient plus fluides, moins hésitants. Ce n'était pas encore naturel, mais ce n'était plus impossible. Benny, attentif, continuait d'adapter les exercices, cherchant à maintenir cet équilibre entre effort et confiance. Il savait que la clé résidait dans la continuité, dans la capacité à transformer ces petits progrès en habitudes.
Marguerite observait cette évolution avec une satisfaction discrète. Elle savait que le chemin serait encore long, mais elle voyait déjà un changement dans l'attitude de Daniel. Une ouverture, une volonté retrouvée. Dans le même temps, à l'hôpital, la situation d'Astrid restait instable. Les traitements faisaient effet, mais l'évolution restait incertaine. Ce qui se jouait désormais n'était plus seulement médical, mais aussi psychologique. Car au-delà de son état physique, Astrid semblait engagée dans un processus intérieur complexe. Entre ce qu'elle disait, ce qu'elle taisait et ce qu'elle ressentait réellement, une tension persistait. Et cette tension pourrait, à tout moment, faire basculer la situation. Ainsi, alors que la nuit avançait, chacun se retrouvait face à un seuil. Un point de bascule où les choix à venir auraient des conséquences durables. Victoire devait décider jusqu'où elle était prête à aller pour comprendre Astrid. Astrid devait décider ce qu'elle était prête à révéler. Nordine devait redéfinir sa place. Daniel devait poursuivre son combat. Et dans cette convergence silencieuse, une évidence s'imposait, quelque chose allait céder. Une vérité, une relation, une certitude. Reste à savoir laquelle. À ce moment-là, l'aube commençait à poindre sur Seth, apportant avec elle une lumière douce, presque apaisante, en contraste total avec les tensions de la nuit. À l'hôpital, cette transition entre obscurité et clarté semblait symboliser un tournant, une bascule lente mais inévitable vers une nouvelle phase. Dans la chambre d'Astrid, le calme était revenu, mais il ne s'agissait pas d'un apaisement définitif. Les machines continuaient de surveiller chaque variation, chaque signal, comme pour rappeler que tout restait fragile. Victoire, épuisée mais déterminée, n'avait pas quitté les lieux. Son regard avait changé, moins dans l'émotion brute, plus dans une forme de lucidité douloureuse. Dans le même temps, Astrid semblait plus consciente, plus présente. Son regard ne fuyait plus autant. Il y avait dans son attitude une forme d'acceptation, comme si la nuit avait permis une prise de conscience. Elle ne parlait pas encore ouvertement, mais quelque chose s'était modifié en profondeur. Victoire s'approcha une nouvelle fois, mais cette fois, sans précipitation. Elle ne cherchait plus à obtenir une vérité immédiate. Elle comprenait désormais que certaines révélations ne pouvaient surgir que dans un espace de confiance, et non sous la pression. Le silence qui s'installa entre elles n'était plus pesant. Il devenait presque nécessaire. Un moment suspendu où chacune mesurait le chemin parcouru, les fractures, mais aussi ce qui restait intact malgré tout. Finalement, Astrid parla, non pas pour livrer une confession spectaculaire, mais pour reconnaître une chose essentielle, elle n'avait pas tout dit. Cette phrase, simple en apparence, eut un impact considérable. Elle ne précisait pas ce qui manquait, mais elle ouvrait une brèche. Cette reconnaissance changeait tout. Elle ne disculpait pas Astrid, mais elle introduisait une honnêteté nouvelle. Une étape indispensable, peut-être, vers une vérité plus complète. Dans le même temps, Victoire ressentit une forme de soulagement mêlé d'inquiétude. Elle comprenait que le chemin serait encore long, que les réponses ne viendraient pas immédiatement. Mais elle savait aussi qu'un verrou venait de céder. À l'extérieur de la chambre, Chloé observait la situation avec une attention mesurée. Elle n'intervenait pas, mais restait prête à agir. Elle comprenait que ce qui se jouait dépassait le cadre médical. Et pour une fois, elle acceptait de laisser les émotions suivre leur propre rythme. Dans le même temps, Martin, informé de l'évolution de l'état d'Astrid, réfléchissait déjà aux prochaines étapes. Il savait que cette fragilité pouvait jouer un rôle dans l'enquête, mais il refusait de s'y appuyer de manière opportuniste. Il attendait des faits, des éléments concrets. Et peut-être, désormais, une parole plus complète. Pendant ce temps, Nordine, après une nuit agitée, semblait plus apaisée. Sa discussion avec Manon avait laissé une trace durable. Il ne se sentait pas totalement rassuré, mais il avait trouvé une forme de stabilité intérieure. Il comprenait qu'il devait construire sa place, et non l'attendre. Lorsqu'il retrouva Manon, leur échange fut différent. Moins chargé de tension, plus ancré dans une volonté commune d'avancer. Il ne résolvait pas tout, mais il posait les bases d'une relation plus équilibrée, où chacun pouvait exprimer ses besoins sans crainte. Chez les Denier, les préparatifs touchaient à leur fin. L'excitation restait présente, mais teintée d'une conscience nouvelle. Chacun avait intégré, à sa manière, les limites et les ajustements nécessaires. Ce voyage, au-delà de son aspect festif, devenait aussi une occasion de redéfinir certains équilibres familiaux. À la piscine, Daniel poursuivait ses exercices avec une détermination renouvelée. Les progrès restaient modestes, mais ils étaient réels. Chaque mouvement gagné était une victoire silencieuse. Benny, fidèle à son approche, continuait de l'accompagner sans pression excessive, transformant cette rééducation en un chemin plus humain. Marguerite, témoin de cette évolution, ressentait une forme de soulagement.
Elle voyait Daniel se relever, non pas seulement physiquement, mais mentalement. Et cela changeait tout. Dans le même temps, à l'hôpital, la situation d'Astrid entrait dans une phase plus stable, mais toujours incertaine. Les médecins restaient prudents. Rien n'était encore acquis. Mais une chose était claire, elle avait franchi un cap. Et au-delà de son état de santé, c'était son rapport à la vérité qui évoluait. Lentement, difficilement, mais de manière tangible. Ainsi, tandis que le soleil se levait sur Seth, chaque personnage se retrouvait à un point charnière. Astrid, entre aveu et silence. Victoire, entre attachement et lucidité. Nordine, entre doute et affirmation. Daniel, entre faiblesse et reconstruction. Dans cette convergence de trajectoire, une chose devenait évidente, rien n'était résolu, mais tout avait changé. Car parfois, ce ne sont pas les grandes révélations qui transforment une histoire, mais ces instants discrets où les masques commencent à se fissurer.